bon dimanche. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Jury d'RFM. Le Covid-19 devenu de plus en plus mortel au Sénégal ces derniers jours. Au moins 25 décès liés à ce nouveau coronavirus constaté. Au plan mondial, plus de 300 000 personnes sont mortes de la pandémie. Les stratégies de riposte différentes d'un pays à un autre, et même dans un même pays, cette stratégie, elle peut changer. C'est le cas du Sénégal où depuis le 12 mai dernier, le président de la République a décidé d'assouplir les mesures de restriction qui devaient permettre d'endiguer la propagation de la maladie. Ça, c'était la théorie aussi de notre invité, le docteur Pape Moussa Thior. Bonjour. Bonjour Babacar. Merci d'avoir accepté notre invitation. 20 ans d'expérience, patron du PNLP, le programme antipaludisme du Sénégal pendant 6 ans, entre 2004 et 2011. Alors, comment réagissez-vous à ces dernières décisions du chef de l'État ? Bonjour Babacar. Permettez-moi tout d'abord de saluer vos auditeurs et téléspectateurs, et de leur souhaiter une bonne fin de Ramadan. En profiter aussi pour faire un clin d'œil amical à mes esclaves alpulaar et leur dire qu'on est les derniers jours de tenir bon et que ça va bien se passer. Alors donc, pour revenir à votre question, je pense que cette décision du chef de l'État, moi j'ai l'honneur de partager un peu le point de vue avec lui. Souvenez-vous, au début, je disais que je ne voyais pas de raison. Il n'y a pas de raison de fermer les écoles, de fermer les mosquées. Parce que lorsque une épidémie se déclare, on doit analyser la situation. Certes, penser globalement les effets que ça fait dans le monde, mais qu'il fallait agir local. Agir local, ça veut dire contextualiser les informations sanitaires qu'on a pour prendre des décisions. Et à l'époque, il n'avait pas été prouvé du tout que le virus se propageait dans les mosquées et dans les écoles. On avait juste une crainte, qui certes légitime, mais à mon avis, il fallait mettre en place un système de surveillance épidémiologique et être beaucoup plus attentiste. Et je pense qu'avec la décision du chef de l'État, je pense qu'on assiste à une intelligence stratégique, moi j'appellerais. Je ne pense pas que ce soit de la reculade ou quelque chose. C'est ça l'intelligence stratégique pour moi. Un manager, il doit alors être... le président de la République, ces dernières décisions sont ou des demi-mesures. Puisque vous n'étiez pas du tout d'accord au départ pour que des restrictions soient prises, fermeture des mosquées, des écoles, des marchés. Là, il y a assouplissement. Oui, mais laissez-moi terminer un peu. Vous allez suivre le cours de mon raisonnement. Donc, je disais un tout petit peu que si vous faites votre analyse des situations au début, vous allez voir qu'il y a certes une menace, mais la situation épidémiologique qui était faite de 0 mort et très peu de cas ne pouvait pas justifier les mesures qu'on avait prises. Mais vous savez, le chef de l'État, il a une équipe qui lui donne des conseils, que je crois de bonne foi aussi. Les gens, ils donnent les conseils en âme et conscience. Toujours est-il que les décisions étaient prises. Et les décisions qui ont été prises ont entraîné beaucoup de difficultés, notamment sur le plan économique. Je ne pense pas que le Covid-19 en lui-même ait fait beaucoup de dégâts, avec un taux d'incidence assez faible, avec une létalité qui est également très faible. Je pense que, par contre, les décisions que nous avions prises... Vous minimisez, Dr Thior, l'état de la maladie au Sénégal? Non, je ne minimise pas. Je pense que tout le monde sait que le Covid-19 existe. Mais enfin, il y a beaucoup de pays qui nous envient quand même notre situation de peu de décès, de peu de cas. Donc je pense que ça, c'est un constat. Ce n'est pas quelque chose que j'invente du tout. Maintenant... La difficulté que les gens ont avec une maladie comme le Covid-19, c'est que ça intervient dans un contexte où vous avez l'Internet, où vous avez les réseaux sociaux, qui amplifient tous les événements. Ce qui fait une double difficulté pour les décideurs, parce qu'il y a une pression indirecte de ces réseaux sociaux, de l'Internet, et des gens qui s'activent autour. Et aussi, vous avez tout ce qui tourne autour de l'environnement socio-culturel dans notre pays. Et donc, je pense que c'est très difficile aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple, je vais vous donner une anecdote. Il y a de cela quelques années, au début de ma carrière, j'étais un médecin de district à Bignona. Alors, j'étais en train de consulter quand mon infirmier chef de poste de Kafountine
un monsieur Camara, peut-être qu'il est en train de m'écouter, m'informe qu'il y a une épidémie de choléra. C'était à 11h. Il m'informe à 11h. Je lui dis, OK, Malin, comment se passe la situation? Il me dit, bon, c'est quand même sérieux parce que les gens sont un peu fatigués, donc si vous pouvez venir rapidement. Je dis, OK. Donc le temps de préparer ma voiture et puis d'avertir le préfet. 13h, 9 morts. 9 morts, entre 13h et 15h. Donc vous voyez que là, c'est vraiment fulgurant. Mais à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait rien. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, dans les archives, vous allez trouver trace de cet événement. On l'avait géré de façon très discrète, mais très efficace, avec le ministère de la Santé. À l'époque, il y avait le ministre Hassan Diop. Avec mon médecin-chef des régions, j'étais jeune médecin, on l'avait géré tranquillement, il n'y avait pas de bruit. Imaginez-vous aujourd'hui le même événement. Si ça se produit avec Internet, avec les réseaux sociaux, les Twitter et tout ça, ça allait prendre une autre ampleur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les événements sont tellement amplifiés et constituent de fait des pressions involontaires. Pourquoi, à votre avis, vos collègues et les autres experts qui ont conseillé le président de la République de prendre ces mesures-là le 2 mars, était une réunion, le président au palais présidentiel. Pourquoi, à votre avis, on lui a conseillé de prendre ces décisions? Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. Moi, je donne un avis par rapport à l'expérience que j'ai de la gestion des épidémies. Et puis, parce que je vous dis aujourd'hui... Les mesures que le Sénégal a prises, ce sont les mesures qu'on retrouve presque partout dans tous les pays. Oui, mais Babacar, vous savez, moi, je ne veux pas raconter la même histoire que tout le monde. Par principe. Je suis un médecin de santé publique. Je suis convaincu que les contextes, les environnements sont toujours différents. La manière dont j'appréhende une épidémie quand je travaille en Haïti ou au Bénin, ce n'est pas la même chose que quand j'interviens au Sénégal, par exemple. Parce que les environnements sont différents. Et encore, moi, je pense très sincèrement que si on fait la même chose que tout le monde, on n'écrit jamais son nom sur l'histoire. Autre exemple. Vous savez, le paludisme. Le paludisme est une maladie qui a... Il s'agit plutôt de dire ce qui est juste scientifiquement. Mais je vais vous donner un exemple juste pour vous corréler un peu le fait que ce n'est pas toujours bien de faire ce que tout le monde fait. Alors, le paludisme, quand on était étudiant, c'était un problème de santé publique terrible. Pour plusieurs raisons. D'abord, c'est une affection qu'on trouvait partout pendant l'hivernage, mais il y avait des problèmes de prise en charge avec le paludisme. Parce qu'on avait fini de confondre tout cas de fièvre avec le paludisme. Alors, dès que vous avez une fièvre, c'est palu. Nous, on a été formés comme ça, on a été étudiants, on est sortis de l'école comme ça, avec cette difficulté. Quand nous, on est arrivé au niveau du programme national de lutte contre le paludisme, le discours officiel, c'était 8000 décès, 1 500 000 cas, d'une année à une autre. Alors, au cours d'une réunion, je disais à mes amis, écoutez, moi, depuis que je suis étudiant, j'entends toujours le même chiffre de 8000 décès, j'entends toujours le chiffre de 1 400 000 cas. Je pense que si nous faisons ici 3 ans, 4 ans, et on raconte la même histoire, il faut qu'on ait l'honnêteté de partir, savoir qu'on ne sert à rien et que laisser la passer aux autres. Et donc, on a saisi une opportunité. L'opportunité, c'était l'introduction des tests de diagnostic rapide. Quand on introduisait les tests de diagnostic rapide, je vous assure, il n'y avait aucune directive de l'Organisation mondiale de la santé. C'était un test qui était nouveau. Les laborantins et les parasitologues étaient très, très sceptiques par rapport à cet outil de diagnostic parce que pour eux, il n'y avait que la microscopie qui était l'examen de référence. Et ce n'était pas faux, c'était d'ailleurs vrai. Mais les tests de diagnostic rapide avaient l'avantage qu'on pouvait l'utiliser même à la maison, au niveau communautaire. Et le microscope, on pouvait l'utiliser qu'au niveau des hôpitaux et des centres de santé, et encore pas dans tous les centres de santé. On avait aussi besoin d'un personnel très qualifié pour le faire. Alors que les tests diagnostiques qui venaient d'arriver avaient cet avantage d'être très utilisables, même par une personne qui n'était pas très, très bien alphabétisée. Donc nous avons saisi cette opportunité en 2006-2007, et nous avons introduit les tests diagnostiques rapides contre le monde entier. Personne n'en voulait. J'ai resté à une réunion à Accra. Quand j'ai présenté les premiers résultats, Babacar, je vous assure que j'ai failli me faire lyncher dans la salle. Et à l'époque, il y avait l'ancienne ministre Eva Marokolsek qui était à cette réunion parce qu'elle était à RBM. À la pause, elle est venue me dire « Boy, tu as intérêt à étouffer encore ton argumentaire sur ce nouvel outil de diagnostic. » Moi, je peux comprendre toi ce que tu veux dire. Mais vous étiez déjà coordinateur J'étais coordinateur du programme, c'était en 2006. Elle était à Genève, directrice exécutive de RBM.
Et comme aussi je suis son étudiant, elle peut se permettre de me dire, elle me dit, honnêtement, tu as intérêt à étoffer un peu ton argumentaire, parce que cet outil, il est nouveau. Moi, je peux comprendre ce que tu racontes comme histoire, mais les autres, la majorité dans la salle, ils ne comprennent pas ce que tu dis. Et donc, je t'encourage à accélérer un peu, à étoffer un peu ton argumentaire. Je pense que si on se rencontre dans quelques temps, tu peux montrer quelque chose, parce que moi, je sais que tu es quand même sur la bonne voie. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, je vous assure, quand moi j'ai quitté le programme paludisme, personne ne nous a parlé de paludisme, première cause de mortalité et de morbidité du paludisme. C'est pour vous dire quoi? C'est vous dire que si nous, notre équipe, on s'était installé dans notre zone de confort, en disant que tout le monde fait la même chose, nous allons faire la même chose, je ne pense pas qu'aujourd'hui, on ne puisse plus dire que le paludisme n'est pas un problème de santé publique. C'est la même chose pour tous les problèmes de santé. Je pense qu'il faut les aborder avec un œil nouveau, il faut les adapter en contextualisant et avec nos réalités. Je pense que le Sénégal regorge aujourd'hui de spécialistes en santé publique de très haut niveau, mais qui peuvent réfléchir, trouver des solutions qui sont locales. Et je pense que peut-être ce qui a manqué, je ne sais pas. Et vous êtes pour la circulation du Covid-19 pour, dites-vous, provoquer une immunité collective. Ça, il y en a qui ne comprennent pas votre argumentaire. Même des spécialistes, des collègues à vous disent vous êtes complètement passé à côté. Oui, ok. Je pense que vous me donnez l'occasion de clarifier quelque chose. Babacar, vous savez que dans le Coran, si vous allez à la sourate 107, versets 4 et 5, le Coran promet le malheur à ceux qui prient. Fawailun lil musallin. Oui, ça c'est le verset 4. Si vous vous arrêtez là, vous avez condamné tous les musulmans à l'enfer. Par contre, si vous continuez, vous dites Fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Vous verrez que c'est promis aux musulmans qui négligent leur prière. Rapporté au cas de Thior, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, il faut laisser circuler le virus, mais j'enclenche aussitôt après en disant, bien entendu, il faut renforcer les mesures barrières, il faut renforcer notre système de surveillance épidémiologique, et ça nous l'avons, je l'ai dit en Wolof, et il faut mettre en place un programme de protection pour les groupes les plus vulnérables. Tous ceux qui me contredisent, ils ne disent pas ce que je dis. Ils disent juste, j'ai dit, il faut laisser circuler le virus. Il y en a même qui ont fait des extrapolations pour dire que je propose, ma proposition va créer des centaines de millions de morts. Quand vous dites ça, c'est-à-dire on peut toujours faire des rassemblements, c'est pas la peine de se confiner. Non. Ce sont les craintes exprimées C'est pas ça que j'ai dit du tout. J'ai dit tout simplement que, et c'est pas moi qui l'invente, on connaît depuis de nombreuses années le principe de l'immunité collective. Le principe de l'immunité collective, c'est un peu le principe de la vaccination. Quand on fait la vaccination, on inocule un germe. Peut-être pas face à un inconnu qui s'appelle Covid-19. Oui, mais attendez. Il y a le principe de la vaccination. On inocule un germe atténué ou vivant atténué ou tué dans l'organisme pour entraîner ce dernier à réagir correctement lorsqu'il y a une agression dans l'arrière. Alors, je disais que ce principe, il existe dans toutes les épidémies. La seule maladie que je connaisse qui ne peut pas produire ça, c'est le sida. Parce que dans le sida, écoutez, vous avez... Et encore une fois, ce n'est pas un principe tellement de maladie immunisante. C'est juste un principe de production d'anticorps. Donc, tant que la maladie... Maintenant, on peut dire que cette immunité, elle est fugace ou elle n'est pas très efficace, ça ne dure pas. On peut le dire. Ma question, c'est peut-être plus évident avec des virus qu'on maîtrise, qu'on connaît. Mais c'est pour tous les virus. Tous les virus. À partir du moment où il y a production d'anticorps, on peut penser. Et puis, je vais vous dire, quand je vais terminer, vous allez comprendre un peu ce que je veux dire. Donc, je disais que ce virus ne semble pas très, très virulent. Il attaque les jeunes enfants, il attaque les personnes âgées qui ont des comorbidités. Et on avait l'avantage d'avoir une population très jeune. Ça, je l'ai dit dans les arguments que j'ai développés. Alors, les contempteurs me disent, on prend des risques. Ok, d'accord. Mais aujourd'hui, tous les pays occidentaux qui ont déconfiné avant l'heure, ils laissent circuler le virus. Et pourquoi on ne les accuse pas de la même chose que moi? Autre chose, Babacar.
On n'est pas au même niveau de contamination. Et même quand vous le disiez il y a quelques semaines, l'Angleterre était en train de dérouler cette stratégie-là et ça lui a coûté cher. Je ne suis pas sûr que l'Angleterre, nous ayons le même contexte épidémiologique que l'Angleterre. En Angleterre, la moyenne d'âge en Angleterre, elle est très très élevée. Nous avons une moyenne qui tourne autour de 19, 20 ans. Donc, ce n'est pas la même chose du tout. Je pense qu'aujourd'hui, tous les pays qui ont déconfiné avant la rupture de la transmission, dans une certaine mesure, ils laissent les virus circuler. Et les mesures qu'on a prises au Sénégal, on laisse circuler le virus. Le président de la République l'a dit, ce n'est pas une mauvaise chose. À partir du moment où... Le président, il a dit, apprenons à vivre avec... C'est la même chose. Oui. C'est la même chose. Oui. C'est la même chose. Donc, je disais que ce débat, c'est un débat, je suis d'accord que tout le monde n'est pas d'accord. Mais aux États-Unis... Est-ce qu'on a toutes les garanties qu'on peut protéger les groupes vulnérables, les personnes vulnérables, on peut les protéger du Covid-19 quand on laisse le virus circuler? Mais est-ce qu'on croit que les masques qu'on utilise sont efficaces? Est-ce qu'on croit vraiment que les méthodes barrières qu'on a, lavage des mains et autres, si on pense que c'est efficace, pourquoi est-ce que... La maladie, elle est là, au niveau communautaire, elle se développe de toutes les façons. Mais on a des moyens aujourd'hui efficaces pour se prévenir. On a beaucoup d'informations aujourd'hui sur les virus, même si tout n'est pas clair. Donc je disais, enfin, les deux seuls moyens, Babacar, que je connais d'en finir avec une épidémie dans le long terme, je dis bien, il ne faut pas qu'on coupe ce que j'ai dit pour dire. Je dis dans le long terme. Les deux seules façons que je connais pour en finir avec une épidémie comme ça, c'est la vaccination ou le développement d'une immunité collective. Si quelqu'un d'autre en connaît, j'aimerais bien le savoir. Dans le long terme, soit vous avez une vaccination, vous vaccinez tout le monde, ou bien vous comptez sur le principe de l'immunité collective. Donc, aujourd'hui, au Sénégal, on a une situation qui n'est pas alarmante du tout. La maladie a quand même fait 300 000 morts. Oui. Qu'est-ce que ça aurait été si on n'avait rien fait? Ça veut dire quoi si on n'avait rien fait? Si on n'avait pas pris des mesures de restriction, de confinement, entre autres. Mais le confinement, tout le monde sait que ça ne sert à rien. Tout le monde sait que le confinement ne sert à rien. La preuve, on a déconfiné. S'il servait à quelque chose, on n'allait pas déconfiner. Parce que la transmission n'est pas rompue. Toutes les mesures... Vous pensez qu'on aurait eu les mêmes chiffres si on n'avait pas confiné? Attendez, Babacar. Toutes les mesures qu'on prend dans une épidémie, le but ultime, c'est de réduire au maximum la transmission ou de l'interrompre. On ne le prend pas de gaieté de cœur. Si les gens ont fait le confinement, c'est qu'ils pensaient de très bonne foi qu'en confinant les gens, ils pouvaient arriver à une rupture de la transmission. Ils se sont rendus compte au bout de 2 mois qu'ils n'arriveraient pas avec le confinement à rompre la transmission. Ceux qui ont appliqué le confinement strict ont vu les chiffres de contamination baisser, le nombre de morts réduit. Oui, mais ce n'est pas uniquement le confinement, je suis désolé. Il y a les mesures barrières, il y a d'autres mesures, il y a le traitement efficace, donc il y a beaucoup d'autres choses qui ont concouru, ce n'est pas uniquement le confinement. Le confinement, encore une fois, c'est juste un élément qui vient s'ajouter à l'armada qu'on a pour lutter contre le Covid. Je ne peux pas qu'on se fixe là-dessus. Si le confinement à lui seul était suffisant pour régler tout. S'il n'y a pas de confinement, il y a contact avec les éléments d'une même population, les rassemblements, les lieux publics. En termes de rassemblement... On ne peut pas dire que le confinement est un élément négligeable. Ce n'est pas négligeable, mais de toute façon, ceux qui l'ont commencé, ils l'ont laissé tomber. Pourquoi ils ont laissé tomber? Ils se sont résolus au fait que le confinement créait beaucoup plus de problèmes en fait qu'il ne réglait. Sinon, pourquoi ils ont arrêté? Heureusement d'ailleurs que nous, on n'est pas arrivé là. Et donc, je disais qu'il y a quand même beaucoup d'autres stratégies qui ont concouru un tout petit peu à stabiliser la situation. Et une des moindres, une des situations que les gens semblent négliger, c'est que je pense quand même, et tout le monde le constate, que le virus n'a pas la même virulence en Chine, en Europe, qu'en Afrique. Ça, c'est un fait, tout le monde le constate. Aujourd'hui, on est à environ en Afrique 55 000 cas environ, 1600 décès. Pendant qu'en Europe, vous avez par exemple 1 800 000 cas, plus de 160 000 décès. Donc c'est énorme. Comment ça s'explique ça? C'est pas le même virus? Bon, je ne sais, c'est le même virus. Mais je veux dire que le virus, il a un comportement dans un environnement X et un autre comportement dans un environnement Y. Peut-être que c'est la grâce phénomène de la mutation. Je ne sais pas, est-ce que c'est la mutation ou c'est un comportement naturel du virus qui a un comportement d'un endroit à l'autre? Peut-être que c'est ça. Mais en tout cas, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un constat.
Et ce constat-là, Babacar, on ne peut pas le négliger quand on prend une décision. Vous ne pouvez pas négliger le fait Vous êtes un expert, vous avez été expert, vous avez travaillé avec l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, oui. Vous avez travaillé en Afrique pour l'OMS, vous avez travaillé dans d'autres pays. Vous avez peut-être au moins une petite lecture de pourquoi l'Afrique est le continent le moins infecté comparé à l'Europe ou aux Amériques. Bon, pour l'instant, il n'y a que des hypothèses qu'on peut lancer. La première hypothèse, c'est la jeunesse de la population. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, les jeunes, il y en a énormément qui ont été en contact avec le Covid. Mais ils ne développent même pas de symptômes. Ils ne savent même pas qu'ils ont été en contact. Et c'est la majorité. Donc, si vous avez une population européenne, où c'est l'inverse, vous avez beaucoup de personnes âgées, vous allez avoir aussi, avec beaucoup de comorbidités. Vous voyez, les gens, ils sont très bien soignés, ils vivent plus longtemps, mais ils sont encore beaucoup plus vulnérables à certaines maladies, comme le Covid. Donc je pense qu'il y a d'abord le problème de l'âge. Pour parler de la jeunesse, il faut peut-être abandonner les programmes de planification familiale. Ça, c'est un autre débat. Autre chose qui peut expliquer ça, c'est l'environnement. Vous savez, nous on a un rapport différent par rapport avec les virus, les microbes, que les Européens. La dernière fois, je disais à quelqu'un que je me suis perché sur mon balcon. La fille qui travaille chez nous, elle a sorti le bol pour les talibés. Ils ne se sont même pas lavés. Ils ont commencé à manger. Cette personne, et puis ils ne vont pas mourir de ça. Mais vous voyez le rapport qu'elle développe avec les microbes. Ce n'est pas la même chose avec l'enfant européen. Ce n'est pas la même chose. Donc, je peux dire qu'on est beaucoup peut-être mieux armé pour lutter contre certaines infections bactériennes et virales que peut-être d'autres populations qui ont atteint un certain niveau de développement. Ça, c'est un fait. Ensuite, il y a l'environnement. Les gens pensent que dans les climats chauds, le virus est un tout petit peu atténué. Si vous regardez au niveau du pays, dans la région de Matam, où l'Afrique du Sud, peut-être le pays le plus touché sur le continent, c'est pas forcément un pays chaud. Oui, c'est pas chaud du tout. Le climat est très doux. Moi, j'étais en Afrique du Sud en mois de juin où vraiment il faisait très frais au Cap. Alors donc c'est juste pour vous dire qu'il y a beaucoup d'hypothèses pour expliquer la faible virulence du virus ici. Et c'est extrêmement important pour nous. On ne peut pas ne pas tenir compte de cet atout de la nature pour prendre des décisions. Je ne veux pas prendre des mesures aussi draconiennes que des gens qui n'ont pas cet avantage. Je pense qu'il faut quand même profiter des dons de la nature. Bien sûr, en ne dormant pas sur ses lauriers. Il faut continuer à appliquer les mesures barrières, il faut continuer à faire un très bon système de surveillance épidémiologique, il faut protéger les groupes vulnérables. Et quand je dis protéger les groupes vulnérables, ne me demandez pas comment on le fait. Je vous assure que nous avons un tissu aujourd'hui communautaire dans ce pays. On va vous demander, parce qu'on se pose beaucoup de questions sur notre système sanitaire. Oui, mais quand même, vous avez Sans Covid, on avait déjà remarqué les limites. Vous avez pu comprendre quand même, vous avez pu voir quand même que notre système tient la route. Si le système n'avait pas oui, il tient très bon. Malgré toutes les critiques qu'on peut faire, le système de santé au Sénégal, il tient très très bon. Et ça, je vous assure que... Il tient très bon comment? Mais il tient très bon parce qu'il ne s'est pas effondré. Je pense qu'il y a peut-être certaines... Là déjà, 2000 cas et... Bonjour les débordements déjà dans les hôpitaux et autres centres de prise en charge des cas de coronavirus. Oui, mais ça... On hospitalise maintenant dans des hôtels. Ça, c'est uniquement dit, Babacar, au fait que... à un moment donné de la stratégie, on a fait le choix d'hospitaliser tous les cas positifs. Pour des raisons qui peuvent s'expliquer. Parce que les gens se disent, écoutez, nous, on veut arriver à une rupture. On veut éviter que les gens contaminent. Donc, on arrête. On prend les gens, on les hospitalise. Ils se sont rendus compte que s'ils continuaient à faire ça, ça n'allait pas tenir. Toujours, pour moi, de mon point de vue, intelligence stratégique, écoute, les gens, ils disent, écoute, là, on va être débordé, ils changent. Mais là aussi, je pense qu'on peut toujours discuter pour voir est-ce qu'il est toujours nécessaire même de faire la prise en charge extra-hospitalière. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, au moment où vous faites le diagnostic d'un cas de Covid, ce cas a évolué dans la communauté pendant au moins 10-15 jours. Mais pendant tout ce temps, on ne l'avait pas diagnostiqué. Il vivait dans la communauté. Il a pu contaminer les gens. Avec des contaminations multiples. Oui, avant que vous le diagnostiquiez, j'ai dit bien. Donc pourquoi, au moment où vous avez diagnostiqué, vous voulez... Et pour moi, c'est le moment où le malade devient le moins dangereux. Parce que là, vous l'avez sous contrôle. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de le sortir de son milieu pour l'amener dans un hôtel ou bien dans un autre endroit? Je pense qu'on devrait réfléchir à une stratégie où on
va confiner les gens à domicile en leur faisant un très bon counseling. Je pense que ça peut bien marcher. Mais cette peur qu'on a du cas qu'on a déjà positif, je pense qu'à mon avis, ça ne devrait pas être tellement ça. Tout simplement parce que le mode d'évolution de la maladie fait qu'avant qu'on lui diagnostique le cas, mais écoute, il était dans la communauté, il a pu avoir le loisir de disséminer comme il veut. Et ça, on n'y peut rien, personne n'y peut rien. C'est pour ça les décisions qui ont été prises par le chef de l'État sont des décisions intelligentes, parce que c'est la maladie qui est comme ça. Est-ce qu'il faut alors, quand on vous écoute, docteur, on pose la question, est-ce qu'il faut arrêter le dépistage? Comment ça, arrêter le dépistage? On ne peut pas arrêter le dépistage. Il faut renforcer le dépistage, il faut l'organiser. Donc je disais un tout petit peu que ce n'est pas tellement mauvais de savoir qu'un cas a été diagnostiqué. Si vous diagnostiquez le cas, vous l'avez sous contrôle en vous disant qu'il a fait tout le malheur avant que vous ne le voyez. Donc au moment où vous le voyez, il faut bien le prendre en charge. Et les gens du paludisme, ce sont ceux qui sont le plus à l'aise dans les problèmes de testing. Parce que nous, dans les programmes d'élimination dans lesquels j'ai travaillé, notamment à Haïti, on pratiquait ce qu'on appelle le mass screening and treat et le focal screening and treat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on voyait un cas index, c'est-à-dire un cas positif, on venait dans la maison et on disait 10 maisons à droite, 10 maisons à gauche, 10 maisons en arrière, on teste tout le monde. Et les positifs, on leur donne le traitement. Ça, c'est le focal screening. Ou bien on dit, ce village, on a trouvé un cas, on teste tout le monde. Voilà les deux méthodes que moi je connais dans le testing. On ne peut pas tester toute la population, ça n'a pas de sens. Et ça coûterait excessivement cher. J'ai vu des estimations qui tournaient autour de 300 milliards de francs CFA pour tester 90% de la population. Ça n'a pas de sens. Donc encore une fois, je pense que les gens qui travaillent dans les programmes d'élimination de paludisme sont très à l'aise pour parler de ces testings. Je pense que ce qu'on fait actuellement, ce n'est pas mal. Au début, on testait environ 100 cas et on avait quoi? On avait 5 cas, 10 cas. Mais vous voyez que quand on a multiplié le nombre de cas testés, on a eu une augmentation des cas. Alors, comment vous allez interpréter ces chiffres? Les gens n'ont pas fait un bon travail, les gens ne respectent pas. Je ne le pense pas. Je pense tout simplement que c'est dans la dynamique d'une épidémie de progresser comme ça. On arrivera à un moment où on atteindra un plateau ou un pic. La pointe. Et ça va commencer à baisser. On y est là? Oh, je ne sais pas. Est-ce qu'on y est ou pas. En tout cas, il faut continuer à surveiller les informations. Je pense qu'il y a des modélisations qui peuvent permettre de le savoir. Les modélisations que moi j'ai vues situer les pics au début du mois, entre le milieu du mois de mai et vers la fin, attendons de voir. De toute façon, si le pic est là, on le verra. Sur la communication des résultats des tests, la définition des cas, pour vous, ça importe peu. Cas communautaire, cas contact, pour vous, ce n'est pas important. Non, je crois en réalité, moi, ce que j'ai dit, c'est très clair. Vous avez vu aujourd'hui que même le chef de l'État, les ministres, ils ont quand même pointé du doigt quelque chose de très important. Ils ont pointé du doigt la stigmatisation. Mais Babacar, pour régler un problème, il faut savoir d'où il vient. La stigmatisation, en fait, elle vient d'où? Je pense qu'elle vient un tout petit peu de notre façon de communiquer, de très bonne foi. Hein. Qu'est-ce qui se passe? À 10 heures, on fait un bulletin dans lequel on dit qu'il y a des cas communautaires, on donne l'explication des cas communautaires. Et bien du coup, si le cas communautaire est à Guédiawaye, écoute, les gens sont complètement sur les nerfs. Alors, on va prendre le contact là-bas, on va lui faire une investigation de cas, on va répertorier les contacts. On descend là-bas en tenue d'équipement protection individuelle, très très impressionnant. Si vous ne travaillez pas dans le milieu médical, c'est la première fois que vous voyez des gens habillés comme ça, mais ça vous colle la frousse. Et on le fait en plein jour. Donc dans un quartier populaire comme à Guédiawaye, tout le monde est là. On voit qu'il y a dans une maison, les gens habillés en cosmonaute qui vient faire de l'investigation de cas. Mais la stigmatisation, elle est partie de là. Je ne dis pas que c'est volontaire. Hein. Je ne peux pas penser que quelqu'un dans ces systèmes soit de mauvaise foi. Non. Mais il faut savoir que c'est de là, en réalité, que part la stigmatisation. Et je disais que si on veut régler ces problèmes de stigmatisation, il faut qu'on revoie ces problèmes de communiquer. Et de voir aussi qu'est-ce qu'on doit donner aux populations. Je lisais dans l'histoire des épidémies au Sénégal. En 1878, le député Blaise Diagne avait nié l'existence de l'épidémie. Communication de crise.
J'ai discuté récemment avec un ami qui habite dans un pays africain que je ne vais pas citer. Et j'étais en train de le féliciter. Je disais, écoute, je vous félicite, vous n'avez pas de mort. Vous savez qu'est-ce qu'il me répond? Ah, vous croyez en ça, vous? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les États peuvent décider. On a reproché à des pays de cacher leurs chiffres de... C'est possible. Les gens parfois aussi de bonne foi parce que les symptômes sont similaires ceux de la grippe ordinaire. J'ai travaillé dans un pays où le ministre a appelé un médecin de région pour lui dire, si jamais tu publies ces décès que tu as de chikungunya, je te vire. Ah ça, si vous le dites, on imagine le pays. Quelquefois, il y a des choses, si vous le dites, vous créez beaucoup plus de problèmes en termes de panique, en termes de stigma. Je ne suis pas en train de dire au Sénégal qu'on fasse la même chose. Je suis en train d'expliquer qu'on peut calibrer notre façon de communiquer de sorte que, selon l'environnement, parce que les gens ils ne sont pas au même niveau de compréhension, ce n'est pas pour dire que ce qui est fait ici est mauvais, pas du tout. Je doute simplement que, vu le contexte sénégalais, où on discute de tout, vous avez 16 millions de spécialistes en santé publique, 16 millions de médecins. Vous êtes moins brûlant aujourd'hui que lors de votre première sortie. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je ne sais pas que je n'ai jamais été virulent. Vous savez, les gens qui sont au niveau du ministère de la Santé, ce sont nos amis. Moi, j'ai fait toute ma carrière, une partie de ma carrière importante au niveau du ministère de la Santé. Je ne peux pas balancer du caillou dans ma propre maison. Les informations que moi je donne, c'est une contribution. C'est une contribution et je sais, pour avoir compté des amis là-bas, qu'ils comprennent très bien que les choses que je dis, je les dis dans un but tout à fait constructif et que c'est très bien pour eux d'avoir quelqu'un qui pose le débat en ces termes, parce que si on était autour d'une table au niveau du ministère, je ne pourrais pas parler avec la même aisance, je ne pourrais pas dire certaines choses, et ce n'est pas bien pour eux qui gèrent la maladie au quotidien. Donc en fait, ce n'est pas une affaire d'être virulent la dernière fois, c'est juste que je pense que j'ai fait des propositions, j'ai l'impression d'avoir été entendu un tout petit peu, et donc je pense qu'il soit nécessaire encore de continuer à L'opinion, la population est extrêmement brouillée. Cette population, elle ne sait plus. Cette population sénégalaise, elle ne sait plus sur quel pied danser. D'ailleurs, quand le président a décidé d'assouplir les mesures, d'autoriser la réouverture des lieux de culte, beaucoup de chefs religieux, musulmans comme catholiques, ont décidé de maintenir la fermeture des mosquées et des églises. Ça veut dire que l'opinion n'adhère même pas à cet assouplissement. Non, je ne pense pas que l'opinion n'adhère pas. Ce qu'on peut dire, c'est que les avis sont partagés. Babacar, moi, j'avais demandé à ce qu'on ouvre les mosquées. Je ne suis pas un religieux. J'ai donné un avis purement technique. Parce que moi, j'estimais que si vous avez les mosquées ouvertes, vous avez un lieu par excellence de véhicule de votre message. Parce que je l'ai expérimenté. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Les interventions à base communautaire dans le cadre de la lutte contre le paludisme ». Et dans ce livre, j'ai expliqué la place des religieux pour atteindre nos messages. Le Conseil national de lutte contre le sida... Il y a tellement d'autres moyens de véhiculer des messages. Oui, bien sûr. Le CNLS. Mais c'est des moyens très efficaces, Babacar, je vous assure. Parce que le changement de communication pour un changement de comportement, ce n'est pas de la communication comme vous le faites. C'est autre chose. Vous devez vaincre des barrières. Vous devez entrer dans des maisons où vous n'êtes pas forcément le bienvenu. Et c'est pour ça qu'on utilise des réseaux communautaires. Des réseaux communautaires qui sont constitués de groupements de femmes, d'agents de santé communautaire, d'associations sportives et culturelles, de GIE et de beaucoup d'autres acteurs qu'on connaît bien. Ce n'est pas des choses qu'on va inventer. Donc cet tissu communautaire, pour utiliser sa force, il faut se réconcilier avec lui. On ne peut pas aujourd'hui se mettre à dos les religieux parce qu'on a fermé les mosquées et vouloir les utiliser pour atteindre notre combat. C'est dans ce cadre-là que moi je disais que, puisqu'il n'a pas été démontré que les mosquées étaient des lieux de propagation du virus, et compte tenu de... Vous prenez la responsabilité de conseiller ceux qui veulent se rendre dans les mosquées de le faire. Mais bien sûr. Aujourd'hui, vous avez le masque, vous avez le gel, vous avez la distanciation, vous avez la sensibilisation. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas aller prier? Maintenant, je comprends les gens, parce que comme vous dites, on était à 0 cas de décès, on a fermé, bon, écoute, on est à 1000. Et c'est là que les techniciens du ministère doivent aider cette décision du chef de l'État en expliquant. Parce que le chef de l'État a pris ces mesures sur les conseils de ces techniciens. Donc je pense qu'il appartient aux techniciens de monter au devant, d'expliquer que cette mesure, parce que les rassemblements, Babacar, dans le cadre de ce Covid, ce qui est dangereux, c'est les rassemblements anarchiques. Mais dès que vous avez un rassemblement que vous pouvez organiser, que vous pouvez superviser,
Je pense que ce n'est pas la peine d'interdire. 24 000 mosquées au Sénégal. Interdire, c'est une solution de facilité. 24 000 mosquées, Dr Thior. Il peut y en avoir plus. Il ne faut pas mettre devant chaque mosquée un dispositif de contrôle. Mais on n'a pas besoin d'un dispositif de contrôle, justement, Babacar. C'est le contrôle citoyen. Si vous sensibilisez la personne, c'est cette personne elle-même qui est son propre gendarme. C'est pour ça que moi, je suis très réticent quand, par exemple, on met la police devant certains souhaits de changement de comportement en santé publique. Si on dit, si vous ne mettez pas le masque, on va vous taper dessus, qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils ont le masque sous le menton, dans la circulation, ils roulent, et puis, quand ils s'approchent du policier, ils mettent le masque. On a l'impression, à Dakar, que bon, les gens, ils mettent le masque, mais peut-être parce qu'ils savent qu'il y a la police qui va les verbaliser. Alors qu'il aurait été mieux, à mon avis, de mettre tout le réseau communautaire que nous avons pour sensibiliser les gens à l'utilisation du masque. C'est ce comportement souhaitable et souhaité qui peut être durable. Pas lorsque vous dites, si vous ne portez pas le masque, je vous mets une amende ou je vous mets en prison. Les gens vont toujours avoir peur du gendarme quand ils le voient, mais quand ils ne voient pas le gendarme, écoute, moi j'ai été au Fouta il y a 2 semaines, sur la route, écoutez, les gens ne mettaient pas le masque dans les villages là. Ils ne mettent pas le masque parce qu'il n'y a pas la police. Alors que si vous avez mis en branle votre réseau communautaire qui tourne autour des relais, des religieux, des groupements de femmes, des badjanougor, des déesses d'hommes, ces gens-là, ils entrent dans des maisons où vous n'avez pas accès. Ils vont tenir un message que vous ne pouvez pas tenir. Ils luttent efficacement contre toute stigmatisation parce qu'ils sont de la communauté. Donc c'est cette approche de communication. Je ne parle pas de la communication institutionnelle au niveau gouvernemental. Je n'ai pas beaucoup de critiques à faire parce que vous voyez qu'il y a une bonne visibilité de la maladie et tout. Mais la communication, moi, dont je parle, c'est la communication communautaire, de proximité, qui utilise les réseaux communautaires qui sont là, créés par le paludisme, par le programme SIDA, les programmes tuberculose, les programmes de santé maternelle et autres, et qui n'ont besoin que d'être réveillés, ces réseaux, pour servir au Covid. Que dites-vous aux parents d'élèves sénégalais qui sont stressés par la reprise partielle annoncée des enseignements à partir du 2 juin? Est-ce que les élèves ils doivent se rendre à l'école à partir du 2 juin? Mais ils sont stressés à juste raison. On les a tellement fait peur que c'est normal si un jour on leur dit ouvrez les écoles. Mais encore une fois, je dis que personne n'a démontré que les écoles étaient un lieu par excellence de propagation du virus. Personne ne l'a démontré. Alors, à partir du moment où personne ne l'a démontré... Beaucoup d'écoles du monde étaient fermées, il y en a qui restent fermées. Babacar, je vous ai dit tout de suite que si on raconte la même histoire que tout le monde, on n'écrit jamais son nom dans l'histoire. Je vais vous donner des exemples. Pour moi... Il ne faut pas prendre de risques non plus. Non, mais c'est des risques calculés. La médecine, c'est... Quand le chirurgien ouvre le ventre d'un malade, c'est un risque qu'il prend. Mais est-ce que c'est pour le tuer? C'est pour aller chercher la tumeur, c'est pour aller réduire une fracture, c'est pour lui faire du bien. Donc le médecin, il est toujours dans l'environnement du risque. Ça n'impressionne pas le médecin. Par contre, je pense qu'on doit aider les médecins sénégalais aujourd'hui à baigner dans une ambiance qui leur permet de faire leur travail correctement. L'environnement de stress, l'environnement de peur et les pressions n'aident pas les médecins à faire correctement leur travail. Si aujourd'hui, on suit le chef de l'État dans ces mesures d'allègement, il y a un double avantage. L'avantage, c'est que vous allez avoir une population qui va pouvoir vaquer à ses occupations. Qui, si le mode de communication change, ne va pas être ici à 10 heures pour écouter un bulletin qui va encore le maintenir en stress. Ils vont aller travailler et ils vont laisser les médecins faire leur travail de diagnostic, de prise en charge, leur travail naturel. Comme ils le font pour le paludisme, comme ils le font pour les autres maladies, le cancer et autres. Donc il n'y a pas de spécificité Covid du point de vue de la prise en charge. Il y a juste un événement mondial qui est amplifié de façon extraordinaire. La reprise partielle des cours le 2 juin, elle est correcte. Mais elle est plus que correcte. Pourquoi est-ce qu'on va prendre le risque de faire une année blanche? Si jamais on fait une année blanche, et d'ici quelques semaines, les choses redeviennent normales, ce que les gens pensent. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on peut bientôt entrer dans une phase descendante. Je le pense sincèrement. Parce qu'on a adopté des mesures qui sont très efficaces. Et si on applique de façon intelligente aussi les directives du chef de l'État. Parce que ça aussi, c'est important. Si on le fait, je pense que d'ici quelques semaines, on va avoir des résultats. Si on prend le risque d'une année blanche, mais on va le regretter. On va juste se dire, mais attendez, à la fin de l'épidémie, qu'est-ce qu'on a? On a des cas, d'accord, mais on a peu de mortalité. On avait beaucoup de peur. Mais pourquoi alors on avait fermé nos écoles?
Pourquoi on a fait une année blanche? Pourquoi on a appauvri les gens? Donc c'est là que je dis que quand le chef de l'État prend une mesure, il ne regarde pas uniquement le côté sanitaire. Il prend aussi le côté politique, il prend aussi le côté économique surtout, parce que les gens commençaient quand même à être très très fatigués. Et ils continuent d'ailleurs d'être fatigués par l'interdiction de circuler entre les régions. Moi je ne comprends pas aujourd'hui qu'on Cette mesure doit-elle être levée? Oui, moi je militerais pour qu'on lève cette mesure. Pourquoi? Parce que le résultat attendu de l'assouplissement qui est dicté par le chef de l'État seront compromis si on maintient cette interdiction de circuler entre régions. Et le bénéfice n'est pas évident. Je vous dis que le virus, il est déjà au niveau communautaire, il circule. Ce n'est pas parce que vous allez empêcher les gens de circuler entre Thiès et Dakar, Diourbel et Thiès, que vous allez avoir pesé de façon extraordinaire sur la balance. Et le coût que vous allez payer, l'économie ne pourra jamais reprendre normalement si les gens ne peuvent pas circuler. Parce que, encore une fois, une maladie, ça se lie avec des indicateurs. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Tout le monde me dit c'est une maladie extrêmement contagieuse. Ok, je veux bien. Mais ce n'est pas ce que disent les chiffres, je suis désolé. Qu'est-ce que vous disent les chiffres? Les chiffres vous disent que si un malade est testé positif, on répertorie tous ses contacts, c'est-à-dire les gens avec qui il est directement entré en contact et qu'il est susceptible de contaminer. On teste 100 parmi eux, il y a environ 10, entre 7 et 12 qui sont positifs. Moi, je connais des maladies quand même qui sont beaucoup plus contagieuses que ça. Mais c'est ça que les chiffres disent. Pourquoi est-ce qu'on continue à dire ce que les chiffres ne disent pas? Les chiffres disent que le Covid-19 au Sénégal, il n'est pas très contagieux. Et on continue quand même, nous, à dire que c'est une maladie extrêmement contagieuse. Et les bulletins qu'on lit tous les matins, moi, à chaque fois, je m'amuse à calculer. Le paludisme qui est, qu'on peut présenter comme une spécialité pour vous, le paludisme a tué en 2019 environ plus de 200 personnes. En 2018, c'était 555 personnes, selon le rapport du PNLP. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les jours, vous avez 2 décès en moyenne de paludisme. Avec une majorité d'enfants de moins de 5 ans. Voilà. Et donc, si vous vous amusez à faire le même exercice qu'on est en train de faire actuellement, de présenter les données du paludisme tout au long de l'année, mais les gens vont se suicider. Parce que ce n'est pas 9 morts ou 25 morts que vous allez avoir au bout de 2 mois et demi, mais c'est des centaines de morts que vous allez avoir. Donc, encore une fois, tout est dans la façon de présenter les choses. Et quand moi je vois que nous avons un taux de létalité en plus... 260 décès du paludisme en 2019. Oui, mais pour ce Covid, on a un taux de létalité, mais qui est très faible. Moins de 1%. Le taux de létalité... La moyenne mondiale, moins de 10%. Oui, mais le taux de létalité, Babacar, c'est un indicateur qui te renseigne sur la qualité de la prise en charge. J'ai discuté avec un ami qui me disait, mais écoute Moussa, comment est-ce que toi, tu as pu arriver à ça? Pas que, docteur, on va être juste avec tout le monde, pas que le système qui est bon. Vous-même, vous soulignez que les Africains ont mieux résisté à cette affaire-là que les autres. Oui, pour ce que je vous ai expliqué. Mais encore, je revenais un peu à mon taux de létalité. Ce n'est pas forcément la victoire du système sanitaire sénégalais. Oui, mais je veux revenir à mon taux de létalité. Le taux de létalité, c'est un excellent indicateur pour apprécier la qualité de la prise en charge. Alors, quand les gens me disent, écoute, peut-être qu'il faudrait qu'on le calcule, qu'on mette comme dénominateur, le nombre de cas graves. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on mette les cas graves sur le dénominateur. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas uniquement les cas graves qui sont hospitalisés. C'est un indicateur qui nous renseigne sur la qualité de la prise en charge des personnes hospitalisées. Et nous, dans le PALU, on avait même ajouté un chiffre, un terme pour dire létalité proportionnelle, pour montrer que c'est un indicateur qu'on calculait dans les structures de santé. Donc, vous calculez cet indicateur, Babacar, il est très faible. Alors, je veux bien m'inquiéter, mais encore une fois, je m'inquiète à partir des informations que j'ai. Je ne m'inquiète pas à partir d'un scénario catastrophe que je peux bien élaborer et que je comprends. Mais encore une fois, ce scénario catastrophe, je l'ai en mémoire, j'en tiens compte pour bâtir mes stratégies, mais il ne détermine pas les décisions et les politiques que je prends au moment. Le docteur Pape Moussa Thioro, l'invité du grand jury d'RFM, expert de l'OMS pour qui vous avez travaillé, notamment sur le paludisme en Haïti, au Bénin, sur le paludisme et d'autres pathologies, aux États-Unis également. Une organisation mondiale de la santé affaiblie par beaucoup de critiques sur sa gestion du Covid-19. Ces reproches-là, quel est votre commentaire? Ce n'est pas l'impression que j'ai, excusez-moi. Je pense que autant l'OMS, dont l'Assemblée générale d'ailleurs débute ce dimanche en mode virtuel. Il y a quelques années, vous souvenez-vous, lors de l'Ebola, l'OMS a été beaucoup décriée dans la façon dont ils ont géré. Mais l'OMS a eu quand même, comme les grandes organisations,
ce pouvoir de se réorganiser, de s'adapter avec de nouvelles organisations. Et je pense que quand même, pour ce qui est du Covid, malgré toutes les critiques qu'on peut faire à l'OMS, ils ont été présents, ils ont produit les directives qu'il fallait au pays, ils ont organisé la recherche. Et c'est ça le travail de l'OMS. Ils ont produit des bulletins, des guidelines. Et je pense que de ce point de vue-là, on ne peut pas quand même dire que... on est toujours critiqué, tout le monde les critique, mais... Moi, la critique que j'ai du travail de l'OMS de façon globale, pour avoir travaillé là-dessus, c'est que quand même, depuis la crise de l'Ebola, l'OMS s'est beaucoup amélioré. Symbole de ces critiques-là, le plus grand contributeur de l'OMS s'appelle les États-Unis qui ont retiré leur financement, au moins pour cet exercice 2020. Ça veut dire une signification à donner à ce... Oui, moi je crois que c'est des péripéties comme ça ne manque pas. Ça ne veut pas dire forcément que, peut-être qu'il y a beaucoup de politique aussi dans ces genres de décisions, je ne sais pas. Mais encore une fois, je pense qu'objectivement, on ne peut pas dire que l'OMS est restée à la traîne pour la gestion de ce Covid. Pour le Sénégal, pour le Covid-19, le 2 juin, la fin de l'état d'urgence qui est en cours, il faut lever totalement cet état d'urgence? Moi, je pense que même avant le 2 juin, si on pouvait permettre aux gens de circuler entre les régions. Pourquoi? Parce que je vais vous dire une raison. Vous savez, Dakar a la particularité de concentrer l'essentiel des structures de soins du pays. Les malades qui sont reçus dans les centres anticancéreux, dans les centres chirurgicaux, ils ne viennent pas de Dakar. Ils viennent de Matam, ils viennent de Ziguinchor, ils viennent de Ranérou. Ils sont très impactés. Mais vous avez un malade là-bas qui doit venir en rendez-vous. Mais il ne peut pas venir parce que les transports en public ne marchent pas. Et donc, on est en train de vivre un drame souterrain causé par ces mesures, du fait que les malades ne peuvent pas se déplacer vers le centre de référence qui est à Dakar. Disons-nous la vérité. C'est à Dakar qu'est concentré l'essentiel des structures de soins, l'essentiel des personnels qualifiés, les grands chirurgiens, les grands spécialistes. C'est ici. Alors, j'ai discuté avec un ami qui travaille dans un grand hôpital ici à Dakar. Il me dit, mais écoute, Pape Thior, moi je ne vois plus les malades. Je suis sûr que quand cette affaire va passer, je vais en perdre beaucoup. Pourquoi continuer à faire l'état d'urgence? Ça apporte quoi? 10 secondes. Je dis le paludisme, vous connaissez bien. Il a été très utile dans le débat Covid-19, le traitement. Quand on parle d'hydroxychloroquine, quand on parle d'artémisia, toutes ces thérapies utilisées pour soigner des personnes atteintes de paludisme, on le retrouve dans les débats traitement Covid-19. J'ai été le premier à introduire les dérivés de l'artémisinine au Sénégal en 2006. Ce n'était pas facile du tout. Parce qu'on m'a traité de fou, on m'a traité de tous les noms d'oiseaux. Parce que je voulais offrir aux Sénégalais ce que se faisait de mieux en matière de prise en charge du paludisme. Et à l'époque, les dérivés d'artémisinine étaient nouveaux. Mais il n'y avait pas de directive de l'OMS. Parce qu'on était en train de discuter, est-ce qu'il fallait prendre les combinaisons à base d'amodiaquine ou bien de luméfantrine et autres. Et tout ce débat-là, l'OMS devait trancher. Et donc la commande qu'on avait passée avait aidé l'OMS à avancer un peu. L'histoire de la santé publique est écrite par des gens qui osent. Et au Sénégal, dans le cadre du PALU, Dieu a fait que nous avons osé. Et aujourd'hui, je pense que si le programme national de lutte contre le paludisme au Sénégal est cité un exemple, et donc ça c'est tout en notre honneur, le ministère de la Santé, les gens du programme national de lutte contre le paludisme, qui ont continué à maintenir la flamme bruyante qui nous voit. Le problème de la santé au Sénégal, ce n'est pas forcément les ressources humaines, elles sont de qualité, on le sait. Justement, beaucoup de soignants infectés au Covid-19, ça c'est pour 5 secondes, on a terminé l'émission. Ce débat sur des tests sur des agents de santé dans l'hôpital de Dakar, hôpital de Fann pour ne pas le citer, tests positifs, retestés, revenus négatifs. Bon, je ne sais vraiment, je n'ai pas les détails de cette information, mais ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Pour ceux qui savent un tout petit peu comment marche. Les marges d'erreur existent. Les marges d'erreur existent, les faux positifs existent, les faux négatifs existent. Ceux qui travaillent dans les épidémies savent que c'est des choses qui peuvent arriver. Docteur Pape Moussa Thior, merci d'avoir accepté notre invitation devant le grand jury d'RFM. Vous êtes consultant international, expert en santé publique, ancien patron du PNLP, le Programme national de lutte contre le paludisme au Sénégal. C'était entre 2004 et 2011. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne fin de semaine, bonne fin de Ramadan. Les programmes continuent. Merci beaucoup.
kan hamad rayitin